Bien, merci de m'accueillir dans la phase finale de votre séminaire. Je suis venu parce que je connais bien Monsieur Le Meur, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble et je trouve que son approche stimule la réflexion publique. Malheureusement, je devrais vous quitter impérativement à 16 heures parce que je dois aller présider la commission des finances. C'est vrai que la réalité est souvent dans l'opposition, comme l'écrivait Paul Valéry, et que nous avons un vrai révélateur de nos difficultés au travers de la situation des finances publiques. C'est vrai du fait du déficit chronique de l'État, de l'empilement des dettes publiques, puisque depuis 25 ans, pratiquement, nous connaissons un déficit systématique, et que ce sujet est devenu anxiogène dans l'opinion publique. Et comment pourrons-nous faire face à l'engagement public et répartir la charge entre les citoyens? C'est devenu d'autant plus difficile qu'insensiblement nous sommes passés d'une communauté hexagonale à une économie globale, mondiale. Et les gouvernements successifs proclament leur double volonté de lutter contre la vie chère et d'assurer le plein emploi. La question est de savoir si, compte tenu de nos lois et du niveau de nos prélèvements obligatoires, il y a encore compatibilité entre la lutte contre la vie chère et le plein emploi. Tout à l'heure, vous vous interrogiez sur les prélèvements obligatoires. Le Sénat a le privilège, en application de la loi organique sur les lois de finances, de pouvoir débattre des prélèvements obligatoires, ce que ne font pas les députés parce qu'ils sont engagés immédiatement dans la discussion de la loi de finances et ils n'ont pas le temps de ce débat au Sénat. Pendant que les députés délibèrent sur le projet de loi de finances, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous pouvons, à raison d'une petite journée, nous interroger sur les prélèvements obligatoires. Alors d'abord, le constat qui est fait depuis les années 80, c'est une progression très significative par rapport au PIB, en sachant que l'État, aidé en cela par la décentralisation, a pu baisser d'à peu près 2 points ses prélèvements, qu'à l'inverse, les collectivités territoriales ont dû augmenter d'à peu près 3 points, et que la protection sociale a progressé de 6 points, pour l'essentiel d'ailleurs financé par le prélèvement fiscal. On assiste aujourd'hui à une fiscalisation des ressources de la protection sociale, parce qu'on a compris que perpétuer un prélèvement assis sur les salaires dans une économie globalisée, c'est peut-être prendre le risque de se rendre complice d'un certain nombre de délocalisations d'activités et d'emplois. Donc je crois que le temps est venu, mesdames et messieurs, de nous interroger sur la pertinence de nos prélèvements obligatoires. Certains d'entre eux sont des facteurs qui jouent contre nous. Ils organisent le déplacement de l'activité et de l'emploi. C'est vrai en partie pour la taxe professionnelle, ce sont des impôts de production, et c'est vrai en partie aussi pour les cotisations d'assurance maladie et d'allocation familiale. On renchérit le coût du travail dans une économie globale. Il ne faut pas s'étonner qu'un certain nombre d'emplois industriels partent vers les pays émergents. Donc nous avons des vrais sujets, c'est le niveau de la dépense publique et c'est la pertinence de nos prélèvements obligatoires. C'est clair que par rapport au PIB, avec nos 44% à peu près de prélèvements obligatoires, nous ne sommes pas dans les plus compétitifs et qu'il serait dangereux de spéculer sur un accroissement relatif de nos prélèvements obligatoires. Je pense que là n'est pas l'avenir. Ce qui doit nous obséder aujourd'hui, c'est la croissance. Et pour la croissance, il faut de la compétitivité. Pour la compétitivité, il faut éviter de peser sur les coûts. Pendant très longtemps, on a pensé qu'il y avait des impôts payés par les ménages et d'autres payés par les entreprises. Le temps est peut-être venu de nous demander
quels sont les impôts payés par les entreprises. Parce que l'entreprise qui ne répercute pas dans le prix des produits ou des services qu'elle offre à ses clients le poids des impôts qu'elle est payée, à mon avis, cette entreprise accumule les pertes et disparaît. Et dans une économie globalisée, peut-être faut-il poser le principe républicain que l'impôt est toujours payé par les ménages, par les citoyens. Je me permets de soumettre cette hypothèse à votre réflexion. Alors venons-en au projet de loi de finances pour 2008. Disons que l'État a souhaité, dans une volonté vertueuse, élargir le périmètre des dépenses en ajoutant aux dépenses publiques, aux crédits budgétaires, le montant des reversements, des prélèvements faits sur recettes en direction des collectivités territoriales et en direction de l'Union européenne. Et il est vrai que cette démarche ne peut être que soutenue. Lorsqu'on a présenté la loi de finances pour 2007, on l'a présentée en version initiale avec un déficit de 42 milliards. Et pour ce qui est de 2008, eh bien, on sera pratiquement à 42 milliards, 41 milliards 700 millions. Mais si on tenait compte de la révision de la loi de finances 2007, c'est-à-dire en tenant compte des plus-values fiscales constatées pendant l'exercice, il est vraisemblable que l'exécution budgétaire 2007 sera autour de 38-39 milliards et que nous devons nous préparer à voter un projet de loi de finances pour 2008 dont le déficit sera supérieur à l'exécution 2007, ce qui est un facteur de préoccupation. C'est une année 2008 dont nous ne pouvons pas attendre des modifications structurelles substantielles. Vous ne pouvez pas demander à la loi de finances 2008 de transcrire l'impact de réformes qui, pour l'essentiel, n'ont pas encore été accomplies. La seule réforme significative, c'est le vote de la loi TEPA, Travail, Emploi, Pouvoir d'achat, qui était supposée donner un choc de croissance et de confiance. Il faut bien voir que cette loi TEPA se traduit par des réductions de recettes. Bon, je ne suis pas sûr que toutes apportent les bienfaits attendus. Disons que tout cela était légitime dans la mesure où le candidat à l'élection présidentielle les avait proposées. En quelque sorte, elles étaient aussi légitimes en 2007 que l'étaient les 35 heures en 1997. La forte interrogation, c'est ce que sera la croissance en 2008. Et pour un ministre des Finances, pour un gouvernement, c'est un exercice pour lequel j'ai personnellement beaucoup de compassion. Parce que si vous annoncez une croissance faible, immédiatement, tous les chroniqueurs vont dire que vous ne croyez pas en l'avenir de l'économie française. Donc vous êtes un facteur de déclin, en quelque sorte, de résignation. Vous faites peut-être des prévisions prudentes, vous appliquez le principe de précaution, mais ça ne colle pas. Donc vous êtes obligé d'expliquer que la croissance sera robuste. Et c'est dans ces conditions que le gouvernement a prévu une croissance de 2,25%, enfin entre 2% et 2,5%. J'ai beaucoup, je vous l'ai dit, beaucoup de compassion pour ce genre de prévision et je me garderai donc de toute critique. Il y a, convenons-en, de vraies incertitudes et des aléas non négligeables. Incertitudes qu'expriment les économistes, puisqu'aujourd'hui on peut dire que le consensus est autour de 1,8 et que les organismes internationaux, genre FMI, OCDE, sont plutôt autour de 2% et quelquefois un peu moins. Quant aux aléas, ils sont liés aux hypothèses macroéconomiques qu'a fait le gouvernement, notamment sur le prix du baril de Brent. Le gouvernement a retenu une hypothèse de 73 $ par baril. On tangente aujourd'hui les 100 $. Je ne sais pas ce que sera la tendance en 2008, mais je crains que nous sommes sur une perspective haussière. Les producteurs de gaz et de pétrole sont conscients qu'ils épuisent progressivement une ressource limitée. Et les besoins d'énergie au plan mondial, avec la montée en puissance de pays émergents tels que la Chine ou l'Inde, activent le marché et le poussent à la hausse.
Les économistes nous disent que 10 $ de supplément de prix du baril de Brent ou 1 point de croissance de l'économie des États-Unis aurait un impact sur le PIB français de l'ordre de 0,5 points environ. Pratiquement les mêmes observations relativement au taux de change entre l'euro et le dollar qui ne cesse de se déprécier par rapport à l'euro. Là encore, les impacts sur la croissance sont significatifs. Et puis, il y a cette crise qui est venue des États-Unis avec les subprimes, c'est-à-dire les prêts immobiliers, la titrisation de ces prêts. Il semble qu'un certain nombre de banques au plan mondial aient pris dans leur portefeuille, ou en tout cas des fonds d'investissement et de placement, mais sous les recommandations des banques, de tels produits, et que ceci pourrait bien affecter à la marge, car tout laisse à penser que les banques françaises sont restées relativement à l'écart de ces conséquences de crise. Mais enfin, tout cela pour dire que 25% de croissance en 2008, c'est pas impossible, mais c'est pas évident. Donc, soyons prudents dans nos estimations. Quelles peuvent être, dans ces conditions, les plus-values fiscales attendues en termes de prélèvements obligatoires s'agissant du budget de l'État? Sans doute y aura-t-il une progression de l'impôt sur les sociétés, du produit net de cet impôt. Mais enfin, si les subprimes affectent les bilans des banques, ceci ne sera pas sans conséquence sur le bénéfice imposable, si les provisions sont constituées. On attend une plus-value de 5 milliards, mais ça n'est pas évident, car je crains qu'elle soit un peu inférieure. La TVA n'est pas aussi productive que ce qu'on attendait. Et objectivement, moi, ça ne me choque pas, parce qu'on part de l'idée que la croissance, le moteur de la croissance, c'est la consommation. J'ai souvent dit que les primes pour l'emploi, par exemple, 4 milliards 200 millions versés à 8 millions de salariés français, devaient créer sans doute beaucoup plus d'emplois en Chine qu'en France. Parce que ces suppléments de pouvoir d'achat aboutissent forcément à des importations supplémentaires et que nos problèmes sont beaucoup plus du côté de l'offre que de la demande, et que c'est chimère de penser que c'est la consommation dans une économie mondialisée qui nous pousse de l'avant et qui dope la croissance. Les autres impôts sont à peu près conformes aux prévisions, et donc là, je ne pense pas qu'il y ait de commentaires particuliers à faire. Essayons de mesurer le coût de la loi de TEPA dont j'ai parlé il y a un instant. Je pense qu'en 2008, il sera de l'ordre de 8,4 milliards pour les finances publiques, étant précisé que le coût pour l'État sera d'un peu plus de 9 milliards, la sécurité sociale empochant la plus-value relative au supplément de rémunération que consiste pour les entreprises de moins de 20 salariés le passage des heures supplémentaires de 10% à 25%. Ça fait une assiette supplémentaire, et donc ça fera une ressource supplémentaire pour la sécurité sociale. Mais au total, c'est un peu plus de 8 milliards, et selon les estimations des experts de Bercy, ça pourrait faire 14 milliards en année pleine. J'avoue mon scepticisme, parce que sur les heures supplémentaires, il n'est pas sûr que le succès soit à la hauteur des espérances, tant le dispositif est compliqué. Mais s'il l'était, ça veut dire qu'on travaillerait beaucoup plus, et si on travaille beaucoup plus, il y aura beaucoup plus de croissance. Et les fruits de cette croissance ne sont pas évalués au plan budgétaire. J'ai dit que la prévision de croissance était un pari volontariste. Quel peut être maintenant l'effort, la répartition de l'effort par catégorie d'administration publique? Je vous ai dit que cette année, par souci vertueux, le gouvernement avait fait masse de l'ensemble de la dépense publique en y ajoutant les reversements faits au profit des collectivités territoriales, les 51 milliards, et puis les 18-19 milliards qui partent vers l'Union européenne. En fait, sous une apparence de vertu, l'État s'autorise à faire progresser ses dépenses de 1,9%, alors que la règle posée, c'est zéro volume, et que l'inflation est autour de 1,6 dans les prévisions. Ce qui s'est passé, c'est que le prélèvement au profit de l'Union européenne vient à baisser en 2008 par rapport à 2007, c'est-à-dire qu'on empoche ce moindre reversement de recettes au profit de l'Union européenne. Et puis disons que les collectivités territoriales sont à peu près au niveau de 1,6 collectivement, et de cela vous avez dû parler abondamment pendant cette journée.
Il m'arrive de penser d'ailleurs que l'effort sera plutôt au profit des communes et les variables d'ajustement pèseront sur les communautés de communes et autres communautés d'agglomération et communautés urbaines. C'est gentil de dire ça, ça a été démontré tout à l'heure. Ainsi que sur les départements. Disons que ça affectera peu les communes franciliennes qui sont pour la plupart restées à l'écart de la coopération intercommunale. C'est un vrai sujet de réflexion et il en sera beaucoup question, je pense, dans 2 semaines, lorsque nous aurons le débat thématique sur les financements des collectivités territoriales au Sénat. Donc l'État, sous une apparence vertueuse de 1,6, en fait, laisse progresser sa dépense de 1,9, empochant la moindre contribution au profit de l'Europe et la stabilisation des communes. Au fil des rapports spéciaux, j'ai pu constater qu'un certain nombre de budgets étaient en deçà de ce qu'il faudrait inscrire, avec un souci de sincérité budgétaire. Globalement, on en est à 1,3 milliard. Bon, mais 1,3 milliard rapproché de 300 milliards, est-ce que ce n'est pas un peu en deçà du seuil de signification? En tout cas, nous avons à être vigilants et ces sous-budgétisations traduisent beaucoup plus la tension qui pèse sur les finances publiques et la difficulté d'abaisser la voilure. Ça, c'est ma conviction profonde. Il y a une action très vive qui est portée par l'État sur les salaires. C'est ainsi que 22 800 emplois vont être supprimés, correspondant à 17-18 000 équivalents temps plein. C'est le non-remplacement d'un départ en retraite sur 2. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que pratiquement ça n'améliore que très marginalement le niveau des salaires que versera l'État en 2008 par rapport à 2007. Mais quand on parle de 3 départs en retraite et d'un seul qui sera remplacé, ça fait beaucoup de retraités. Et quand vous prenez en compte les cotisations pour pension, on va passer en 2008 à 45 milliards 100 millions. Les pensions versées par l'État en 2007 vont s'élever à 43 milliards 100 millions. Ça veut dire qu'on se prend 2 milliards de dépenses supplémentaires. Et qu'il y a globalement une pression sur la masse salariale et qui reste à maîtriser. Par ailleurs, nous suspectons l'État d'agenciariser un certain nombre de fonctions, c'est-à-dire qu'on donne l'apparence d'une réduction de la voilure, mais on crée des agences en périphérie, ce qui est une façon de débudgétiser certains crédits et de recycler certains collaborateurs. Nous demandons, par souci de vérité, que désormais on nous présente les finances publiques en consolidant le budget de l'État et le budget des opérateurs de l'État, pour les crédits, mais également pour les effectifs, afin de ne pas laisser cours à l'illusion et à l'effet d'optique. Un mot, si vous le permettez, sur la charge de la dette qui va représenter à peu près 40 milliards en 2008. Et si les taux d'intérêt viennent à subir, pardonnez-moi, un choc permanent qu'on pourrait évaluer à 1%, il faut bien voir qu'au fur et à mesure de la restructuration de la dette de l'État, le supplément de charge de la dette serait à échéance 2016 de 6 milliards supplémentaires par an. Et si ce choc permanent était de 2%, eh bien il faudrait prévoir le double, un peu plus du double même. Donc je dis cela pour qu'on ne se méprenne pas sur les marges de manœuvre de l'État. Et je pense qu'il sera vain d'opposer les collectivités territoriales et l'État, compte tenu des transferts qui s'opèrent entre l'État et les collectivités territoriales. Le gouvernement s'est donné comme objectif d'être à l'équilibre budgétaire en 2012. Ceci supposerait que la croissance soit d'au moins 2,5% chaque année. Et si l'on voulait être à l'équilibre en 2010, il faudrait une croissance d'au moins 3% chaque année.
les quelques travaux que nous avons faits à la Commission des finances du Sénat nous conduisent à penser que si la croissance reste à ce niveau relativement atone que nous connaissons depuis plusieurs années, eh bien, pour arriver à l'équilibre en 2012, il faudra économiser au moins 85 milliards, je dis bien 85 milliards d'euros, et que, si l'on veut bien admettre que la norme zéro volume élargi, telle que je l'ai rappelé, est un facteur d'économie, il peut en résulter un soulagement pour la dépense publique de 25 milliards. Ayant dit cela, 85 moins 25, ça fait 60. Il nous reste encore à comprimer de 60 milliards le niveau des dépenses publiques. L'autre phénomène d'inquiétude que je voudrais vous faire partager, c'est celui des dépenses fiscales. Lorsque les ministres n'ont plus l'instrument des crédits budgétaires pour faire vivre les lois dont ils sont si fiers, ils ont recours à la dépense fiscale, c'est-à-dire que si vous achetez telle bouteille d'eau minérale conditionnée dans telle condition conforme à Grenelle, vous pourrez déduire une partie de la dépense, ou alors vous aurez un taux de TVA encore plus intéressant. Donc, je puis vous dire que la dépense fiscale marche à bon rythme et qu'il me paraît très sage d'encadrer la dépense fiscale comme on encadre l'évolution de la dépense publique, genre article 40 de la Constitution. Faute de quoi, nous obérons de façon très significative les recettes fiscales des exercices à venir. Bon voilà, mais il est 16 heures et j'ai déjà débordé sur mon temps, il faut que je reparte vers le Sénat. Je vous remercie beaucoup.